Merci beaucoup pour ces précisions, Madame la Ministre. Je vous propose de passer maintenant au troisième temps, alors avec quelques minutes d'avance, mais ça nous laissera un peu plus de temps pour les échanges avec les étudiants. Et nous allons maintenant accueillir 5 jeunes étudiants et étudiantes engagés dans des associations représentatives de la diversité des écoles de la Conférence des grandes écoles. Je leur demanderai d'adresser à tour de rôle 2 questions à notre panel d'intervenants. Questions que je compléterai éventuellement par quelques questions piochées dans la besace, on va dire, et puis dans le chat si nous en avons le temps. Donc, nous allons attaquer avec Hortense Martin. Donc, tu es membre de la Grande Tribune et trésorière du bureau des élèves de Sciences Po. Avant de poser tes questions aux intervenants et intervenantes, peux-tu nous présenter en quelques mots ce qu'est la Grande Tribune? Bonjour à toutes et à tous et d'abord merci. Ça donne assez d'espoir quand même pour, le futur après une année étudiante, très, très compliquée et donc d'abord je vais vous parler de la Grande Tribune. La Grande Tribune, c'est une toute jeune association qui est née du regroupement de 8 tribunes étudiantes de grandes écoles et universités françaises. Donc, la Sorbonne, l'ESSEC, Centrale Supélec, l'IX, l'ENSAE, HEC et Dauphine et Sciences Po dont je fais partie. Et elle organise une journée de rencontres et d'échanges et de conférences le 19 juin prochain qui permettra aux étudiants, aux lycéens et à des personnalités de la vie publique de se rencontrer. À travers cet événement, ce qu'on a souhaité, c'est promouvoir l'égalité des chances, puisqu'on a convié en priorité des lycéens de réseaux d'éducation prioritaire afin qu'ils puissent rencontrer des étudiants, des profils, des écoles, des parcours très divers pour leur rappeler que le monde estudiantin leur reste ouvert et que tous les possibles donc leur sont permis. Parce que ce qui est d'abord un gros frein, c'est l'autocensure et le manque d'information. Donc c'est ce qu'on a voulu briser en organisant cet événement. Voilà et je vais poser donc ma première question. J'aimerais savoir quelles parmi les mesures possibles pour faciliter l'accès des boursiers aux grandes écoles, est-ce qu'il faut préférer une bonification au concours ou la mise en place d'une voie d'admission différente? Parce que donc je suis à Sciences Po et à Sciences Po depuis 20 ans, c'était l'anniversaire cette année, hem, ils ont mis en place, les conventions d'éducation prioritaire, donc une voie d'admission, spécifique pour, les étudiants issus de réseaux d'éducation prioritaire. Bon, Voilà. Chantal Dardelais, je pense que c'est une question pour toi. Mmh. Merci Hortense, on a eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Je vais répondre avec, les éléments qui ont clairement émergé du groupe, piloté par Martin Hirsch. On a beaucoup abordé ces sujets-là et la réponse, c'est les 2, mon capitaine. Première chose, analysons les modalités actuelles de recrutement et regardons comment on peut, alors j'allais dire, enlever autant que faire se peut les biais, parce qu'il y a des biais dans tout recrutement. La plupart des écoles ont déjà une voie d'admission sur ces PGE, une voie d'admission parallèle, enfin on appelle ça comme on veut, sur titre, etc. Clairement, aujourd'hui, il y a plus de diversité sur les admissions parallèles que sur les voies CPGE. Eh ben, d'un côté comme de l'autre, continuons à regarder par quelles modalités, par quelles adaptations on peut, sur chacune de ces des voies existantes, améliorer la diversité. Donc ça, c'est de toute façon nécessaire. C'est typiquement sur la partie CPGE que les choses sont en train de bouger. J'allais dire, sont en train de bouger enfin. En tout cas, il y a une nouvelle étape actuellement et ça, c'est une bonne nouvelle. Après, n'excluons pas que ces éléments-là ne soient pas suffisants pour aller aussi loin qu'on le souhaiterait. Et puis, ce qui sous-entendrait donc de lever d'autres, d'ouvrir d'autres voies. Un certain nombre de voies ont été proposées d'ailleurs dans le cadre de ce groupe, au même titre qu'aujourd'hui, il y a pas mal de filières, par exemple, spécialisées sur les sportifs de haut niveau. Et on sait que l'école du sport, c'est une école d'endurance, de persévérance, de capacité à rebondir, de travail d'équipe, de tout ça. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Un recrutement, par exemple, sur l'engagement, de dire que les personnes qui se sont engagées par le service civique ou autre, je pense à l'Institut de l'engagement, ont montré des capacités parfois extraordinaires de leadership, de dépassement de soi de la même façon. Est-ce que ce n'est pas des leaders comme ça que l'on veut demain dans nos organisations, qu'elles soient privées, publiques, associatives ou autres? Donc l'autre piste, c'est de dire effectivement, d'autres voies sont possibles. La vraie question, c'est qui sont les personnes et quelles sont les compétences des personnes qui sont les mieux placées pour, via la formation qu'on leur fournira dans nos écoles, être les vrais pilotes de demain.
Bien sûr qu'il y a un enjeu de compétences académiques, un enjeu de connaissances. Quels sont les autres ingrédients dont on a besoin pour les vrais leaders de demain? Et à partir de cette réflexion-là, on peut aussi, je pense, alimenter les modalités de recrutement dans nos écoles. Merci, merci Chantal. Hortense, tu as une deuxième question peut-être? Oui, alors, la deuxième question, elle concerne, le statut de boursier. On sait qu'il recouvre des réalités qui sont quand même très, très diverses. Est-ce qu'il faut prendre en compte ou est-ce qu'il faudrait prendre en compte d'autres critères, par exemple le niveau de qualification des parents, pour faire bénéficier de mesures de discrimination positive? Oui. Ouais, c'est à nouveau pour toi Chantal, ça je crois. Mais, Pareil, cette question elle est en filigrane du groupe Ouverture sociale depuis qu'il existe en 2005. Dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, on prend en compte toute une série de critères, un faisceau d'indicateurs. Les revenus, puisque c'est ça qu'il y a derrière les enjeux de bourse, et effectivement, quand on a les moyens de partir en séjour linguistique ou de faire mille et une choses, c'est plus facile que quand on n'en les a pas. Le niveau culturel, entre guillemets, l'ouverture culturelle, la capacité à le réseau de relations dans lequel on vit aussi, souvent conditionné par la CSP, la catégorie socio-professionnelle des familles, qui souvent constitue un réseau auquel on peut ou non recueillir. La notion de néo-bachelier, c'est pas la même chose d'être le premier de la famille à avoir le bac et donc à découvrir les études supérieures, devoir déjà s'orienter dans les études supérieures. On n'a pas prononcé encore le mot orientation et Dieu sait qu'il est déterminant dans nos sujets. C'est un autre élément important. Donc, les néo-bacheliers mériteraient aussi un traitement spécial. Le problème, et c'est plus vrai encore sur la diversité des origines qu'on a abordé déjà à plusieurs reprises, c'est qu'il faut des indicateurs. Si on n'a pas une façon de qualifier par rapport à ces éléments-là, les personnes qu'on a en face de nous, comment réellement proposer des solutions plus justes? Il se trouve qu'aujourd'hui, Boursier a le mérite d'exister. Il est loin d'être parfait, on vous l'accorde. Il a aussi la particularité d'aller de 1 à 7, donc d'avoir des nuances. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a cette porte-là. Pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est celui qui est mesurable. merci, merci Chantal. Ça répond à ta question. Oui. Merci Oui, beaucoup. oui. J'aimerais poser une question complémentaire, mais à Élodie Bossan, si vous en êtes d'accord, donc, qui concernerait les entreprises. Comment peuvent-elles s'engager pour faire évoluer la diversité sociale sur le lieu de travail? Et il y a une deuxième question peut-être, quels outils, et justement, quels outils et indicateurs avez-vous ou ont-elles à leur disposition? Alors, comment elles peuvent, donc déjà, il faut qu'elles le veulent. Enfin, je reviendrai sur la Ouais, notion de volonté, parce que en fait, on peut. Il y a pas mal de choses qui sont à notre disposition. Je pense que pour le vouloir, donc enfin, faut vouloir initier une transformation culturelle, enfin, clairement, et d'avoir une réflexion aussi sur qu'est-ce que la performance. Qu'est-ce qu'une personne performante, en fait. Donc, on revient sur les problématiques de compétences. Elles ont un sujet, si elles le veulent, de réflexion et d'outils à mettre en place parce qu'en gros, quand vous recrutez, une entreprise, elle cherche à être efficace. Donc, quand vous avez des canaux de recrutement qui fonctionnent, pourquoi aller en regarder d'autres? Pourquoi revoir ces modes de formation? Globalement, pour une entreprise, elle se dit, ça me coûte plus d'argent, c'est un effort, quel est le ROI? Et le problème sur ces sujets-là, c'est qu'on vous demande souvent un retour sur investissement. Personnellement, je pense que les questions de justice sociale ne devraient pas être soumises à une question de retour sur investissement. Admettons qu'on démontrerait que les inégalités, c'est rentable. On fait quoi en fait? Donc, moi, c'est personnellement un biais qui me gêne. Mais toujours est-il que les entreprises peuvent déjà revoir leur processus de recrutement. Et souvent, ce n'est pas tant qu'elles sont discriminantes. Maintenant, on voit quand même de moins en moins, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, de discrimination éhontée sur la base de l'origine, etc. Enfin, elles sont quand même un peu plus discrètes. Mais par contre, les biais sur la perception de l'origine sociale, la capacité de la personne à faire, la capacité de la projeter, ça nécessite d'étudier les RH, ça nécessite d'outiller le manager et ça nécessite de dégager du temps pour ça. Parce que quand vous dites, vous donnez à une RH un objectif de recrutement de tant de personnes sur un délai de tant de temps, en fait, elle ne peut pas, enfin, entre cet indicateur-là qui est quantitatif et un autre qui serait qualitatif, enfin, il y a des arbitrages qui doivent être faits, et donc ça vient de la direction. Parce que souvent, le problème, il se trouve là. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour faire plus de diversité, c'est comment on intègre sur la durée. Puisque quand vous recrutez de manière diverse et que votre recrutement ou la mobilité opérée ne marche pas, on peut toujours se dire, en fait, ça ne fonctionne pas, la preuve.
Mais ça nécessite en fait de s'interroger sur comment on intègre, donc comment on accompagne et le collaborateur, perçu comme différent, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais cette personne ne peut pas non plus avoir l'intégralité de la charge d'adaptation. Parce qu'en fait, lui, il arrive dans un environnement qui peut lui être inconnu, des codes qui ne sont pas les siens, et sur lesquels, pareil, quand on parle comment elles peuvent s'engager, c'est la réflexion sur nos propres codes. Souvent, ce que je vois, c'est quand on nous demande, nous, on a un recrutement qui est très ouvert, donc on recrute des jeunes de milieux populaires. La question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'ils ont les codes? Mais les codes, en fait, de quoi? C'est-à-dire que la personne qui émet la question ne s'interroge pas sur le fait que son code, il y a des multiplicités de codes. Donc, ce qui voudrait dire que le code serait quelque chose un peu comme ça, éthéré, contrôlé, comme la loi, que tout le monde maîtriserait, etc. Donc, ça veut dire que dans la phase pour les entreprises, c'est de travailler aussi sur qu'est-ce que leur code renvoie, ne pas confondre codes sociaux et codes d'entreprise, qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc, si elles veulent s'engager, il y a un travail à faire là-dessus. Et ensuite, sur les problématiques de parcours. Autrement dit, de mettre en place des dispositifs de formation qui permettent une mobilité, si le collaborateur le veut, et s'il en est aussi informé, puisque c'est pareil, dans les entreprises, vous avez un fluide d'information qui est extrêmement, qui est très inégal. Vous n'avez pas accès à la même information selon là où vous êtes placé. Et une réflexion finalement sur, et là encore, je disais, l'entreprise qui veulent s'engager doivent s'interroger sur leur perception de la norme, qu'est-ce que la performance, qu'est-ce qu'un collaborateur efficace, etc., etc., qu'est-ce que la diversité, pour pouvoir ensuite mettre en place une stratégie adaptée. Mais si elles le veulent, il faut clairement un engagement fort de la direction générale et de dégager du temps et de considérer que c'est un investissement. Parce que le problème qu'il y a, c'est que souvent on est dans des souhaits de quick win, de gains rapides et efficaces, qui sont des marqueurs de succès, c'est très bien, mais une transformation culturelle, ça prend du temps. Et là, ne serait-ce ce qu'on évoque ici dans le groupe d'ouverture, conférence des grandes écoles, groupe d'ouverture sociale, on entend bien que ça se compte en années. Ça ne se fait pas en 2 jours. Et la problématique des entreprises, avec parfois aussi une direction qui change plus souvent, il y a une forme d'instabilité, il y a un rapport au temps, des directions, ça bouge beaucoup plus vite. Et il faudrait, je ne sais pas si après des actions comme effectivement promotion de la loi PAC, l'engagement d'entreprise à mission, mais en fait, vous devez l'inscrire de manière durable dans vos orientations. Et une entreprise, si vous avez un changement de politique, à chaque fois que vous avez un changement de DG, en fait, c'est pas possible. Donc ça, en fait, c'est question de justice sociale, et on peut considérer que ce n'est pas le rôle de l'entreprise, mais bon, je pense que voilà, si. Mais ça nécessite à l'entreprise d'accepter le temps long, de ne pas être dans une logique que transactionnelle en vis-à-vis de la diversité. Parce que là où on voit où ça fonctionne, c'est là où il y a de la pénurie de ressources. Là, bizarrement, plutôt que d'avoir personne, on ouvre. Mais il y a quand même des fonctions qui sont très trustées et sous prétexte de normes, de codes, etc. et qui renvoient plus ce collaborateur dans quelque chose qui relèverait du manquement. Puisqu'on met souvent l'accent sur ce qui manque, tout le temps, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est valorisé et ce qui est valorisable. Mais ça nécessite pour l'entreprise de se mettre un peu en position, de s'excentrer, de se regarder et de faire une forme d'analyse d'écart, mais de manière à valoriser profondément l'autre dans ce qu'il va apporter à l'organisation et pas de présupposer ce qu'il va apporter. Par exemple, nous, on nous a un jour dit, est-ce que les jeunes que vous recrutez, du coup, restent plus longtemps dans l'entreprise, sont plus loyaux? Mais heureusement qu'en fait, nous, on leur a donné la possibilité d'être comme tous les jeunes, de se lâcher, de bouger, etc. Pourquoi ils nous seraient redevables? Donc, vous voyez, c'est des transformations culturelles très, très fortes, plus que du processus. Parce que des outils RH non discriminants, on en a en pagaille. Ça, on sait faire. Mais la question de l'outil versus le mode de pensée, le gros travail, il est là. Parce que tous les index, on peut mettre tous les index, tous les indicateurs. En fait, quand une entreprise vous dit, en fait, c'est pas possible, et il renvoie sur ses parties prenantes, c'est pas de ma faute, ça s'est passé ailleurs, je ne dois pas compenser les manquements de l'école. Ce que disait M. Vinzi, mais il y a un moment, il y a une question, soit on se dit qu'on en est responsable et qu'on doit prendre notre part, et point, en fait, c'est la seule chose qu'on devrait avoir en tête. Donc, les entreprises peuvent, est-ce que les entreprises veulent? Ça, c'est une autre question. Et donc, en face de cette nouvelle raison d'être, de cette nouvelle mission que vous appelez de vos voeux dans les entreprises, est-ce qu'il y a justement des indicateurs à mettre en face ou pas d'indicateurs? Ou est-ce que c'est en soi l'indicateur, la mission, la nouvelle raison d'être?
Non, il faut des indicateurs parce que ce qui ne se mesure pas, enfin, on ne peut pas. Non, c'est impossible. Voilà. En fait, Oui, vous ne pouvez pas. Parce que sinon, on restera sur du déclaratif, du ressenti. Et non. Après, il y a des indicateurs on sait qu'ils peuvent être très délicats. Nous, par exemple, on a une enquête, on fait une évaluation d'impact social. C'est-à-dire qu'à nos collaborateurs, sur la base d'anonymat, on leur demande la CSP, ce qu'ils étaient néo-bacheliers, etc., etc. Mais ça nécessite un niveau de confiance dans l'organisation pour répondre à des questions de ce type et de dire qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, des indicateurs, il en faut. Par contre, ça se prépare pour les rendre acceptables ou pire, pas simplement acceptables, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise va en faire. Mais si elle n'en fait rien, quel est l'intérêt pour un collaborateur d'y répondre? Mais bien sûr qu'il en faut. C'est indispensable. Et comme tout, il y aura des indicateurs très imparfaits.